Faut-il taxer les super-profits des grandes sociétés, des grands groupes énergétiques français? Est-ce une vision rétrograde, le retour de la lutte des classes, comme on l'entend parfois, ou bien est-ce tout simplement du pragmatisme, puisque par exemple les Italiens et les Britanniques l'ont fait? En tout cas, l'idée, elle est sur la table. L'idée n'est pas très bien vue du côté du ministère de l'économie et des finances, Bercy, mais l'idée, nous dit-on, est sur la table à Matignon. Alors de quoi parle-t-on exactement? L'effet d'abord, comme on aime à le faire ici. Voici les indispensables avec Baptiste Morin. Bonsoir Baptiste. Bonsoir David, bonsoir à tous. Et évidemment, on est dans le débat sur le pouvoir d'achat, parce qu'on annonce tous les jours peut-être des rationnements, qu'on va demander ceci ou cela aux Français. Et bien entendu, certains regardent sur les ressources disponibles et se disent « mais pourquoi ne pas aller puiser dans ces cagnottes-là » Qui serait visé par cette taxe, Baptiste? Eh bien d'abord, les géants de l'énergie, au premier rang desquels Total Energy, le géant français qui a réalisé 9 milliards d'euros de bénéfices pour les seuls 3 premiers mois de l'année 2022. Si l'on extrapole sur une année pleine, on parle d'un bénéfice à 36 milliards d'euros. Ce serait un ordre de grandeur qu'on n'a tout simplement jamais connu en France. Alors comment expliquer d'abord ce résultat sur le premier trimestre? Eh bien Total Energy a profité de l'envolée des prix du pétrole et du gaz, envolée débutée en 2021 avec la reprise économique qui a fait suite à l'épidémie de Covid et accentuée en 2022 par la guerre en Ukraine. Autre entreprise qui pourrait être taxée aussi, Engie, entreprise qui fournit donc gaz et électricité, qui a réalisé 5 milliards d'euros de bénéfices au premier trimestre 2022. C'est déjà plus que ce qu'elle avait fait sur l'année 2021, sur les 12 mois de 2021. Comment l'expliquer? Eh bien, ce sont les mêmes causes que pour Total Energy. Et puis, il y a une entreprise de transport qu'on connaît peut-être un peu moins, l'armateur français CMA-CGM, 3e mondial dans ce secteur. Il livre sur toutes les mers du monde. Eh bien, CMA-CGM a réalisé 18 milliards d'euros de bénéfices. Ça, c'était en 2021. Sur les 3 premiers mois de l'année 2022, 7 milliards d'euros de bénéfices. Pourquoi? Parce que là, c'est la reprise post-Covid qui fait que la demande de transport explose évidemment sur les mers. Bien entendu, tout ça n'est pas sans conséquence sur le prix des marchandises qui sont transportées dans ces containers. Quelle serait cette taxe, Baptiste? Comment est-ce que ça fonctionnerait? Comme une contribution exceptionnelle, un peu comme celle qu'avait voulu François Hollande à l'époque sur les très hauts revenus. Alors, quel en serait le taux? Est-ce qu'on parle de 10%? Est-ce qu'on parle d'une taxe à 20%? Ou même, pourquoi pas, à 30%? Si l'on prend ces ordres de grandeur-là, sur les 3 entreprises qu'on vient de citer, on serait sur des recettes fiscales qui iraient de 2 milliards jusqu'à 6 milliards d'euros en plus. Les groupes en question sont-ils prêts à le faire? Alors évidemment, non. Le groupe Total, par exemple, fait valoir qu'il contribue déjà via ce qu'il appelle une action de solidarité. En clair, c'est la fameuse réduction de 10 centimes d'euros par litre dans ces 3500 stations en France. C'est une réduction qui est toujours valable actuellement, qui va être valable jusqu'à la fin du mois de juillet. Les partisans de cette taxe chiffrent donc le budget à 100 millions d'euros. Ça peut paraître beaucoup, en fait, c'est 0,7% seulement du bénéfice annuel de Total l'an passé. Bon, mais juridiquement, est-ce que c'est réalisable? Alors, ce qui est vrai, c'est que l'affichage politique, c'est une chose, la mise en pratique, c'en est une autre. Ce n'est pas si simple. La Constitution française interdit de taxer une entreprise en particulier. En fait, il faut une règle générale. Il faut soit un niveau de bénéfice qui soit précis, soit un secteur qui soit touché dans sa globalité. Prenons par exemple la taxe Covid qui avait frappé toutes les mutuelles en France. Elle avait bien frappé tout le secteur et elle avait permis de lever 1,5 milliard d'euros de recettes fiscales supplémentaires. Dans le cas précis de Total Energy, eh bien cette taxe serait très difficilement applicable parce que l'entreprise réalise tous ses bénéfices à l'étranger. En fait, si vous prenez Total Energy en France l'an passé, c'était une société déficitaire. D'autres pays européens ont franchi le pas. Oui, plusieurs exemples. L'Italie a été le premier pays à le faire. 10%, taxe de 10% sur les bénéfices supplémentaires réalisés par les entreprises de l'énergie. C'est donc tout le secteur qui a été visé par cette taxe-là. Les recettes attendues par Rome, 4,4 milliards d'euros. Et puis la Grande-Bretagne, vous en parliez, ça peut paraître un peu plus surprenant, mais elle l'a fait aussi. Taxe cette fois-ci à 25% sur les bénéfices des producteurs d'énergie, ce qui rapporterait, selon ce qui est attendu, 5,8 milliards d'euros. Et d'ailleurs, Total, au passage, paiera cette taxe sur ses bénéfices réalisés en Grande-Bretagne. Enfin, vous avez la Hongrie de Viktor Orban qui a aussi opté pour une taxe similaire et qui espère en tirer 2 milliards d'euros. Et puis l'Allemagne, elle y réfléchit très sérieusement. Baptiste, vous restez avec nous parce que dans un instant, on va voir que la facture de ces plans pouvoir d'achat gonfle, et ça n'est pas totalement étranger au débat qu'on est en train d'avoir. La question, elle se pose. La parole à la défense d'abord. Écoutez François Ruffin pour LFI, Marine Le Pen pour le RN.
Ce sont des profiteurs de guerre. Il ne s'agit pas de demander à Total de faire un effort. Il s'agit de dire qu'il ne doit pas y avoir de bénéfices sur le dos d'une essence qui a dépassé les 2 € et sur le dos de la guerre en Ukraine. Je trouve assez juste que pour une période définie, eh bien, il puisse y avoir une contribution de ces entreprises qui ont pu faire des profits très supplémentaires grâce à cette crise au bénéfice d'un fonds de soutien. Ça veut dire... Montage David Poujol. Franck, d'abord la parole à LR. Est-ce que c'est une bonne idée cette... Pas uniquement à LR. Moi, je pense qu'il faut faire très attention à ce type de discours très populiste et très facile, en fin de compte. De dire, voilà, une entreprise gagne, alors soi-disant, il y a une cagnotte. Quand elle perd, personne ne parle de ces situations difficiles. Donc, c'est un équilibre aussi. Une entreprise, c'est des chiffres d'affaires qui peuvent être positifs ou négatifs. Ça, c'est la première chose. Ils n'ont pas beaucoup perdu d'argent ces derniers temps. Non, mais deuxième chose, c'est que ce n'est pas une décision qu'on prend par pays, c'est une décision qu'on prend au moins à l'échelle européenne. Parce que vous imaginez bien que la moindre sanction financière que vous allez prendre sur une entreprise, la première chose qu'elle va faire, c'est qu'elle va quitter le pays pour aller dans un autre. Donc c'est vraiment un raisonnement. On va quitter l'Angleterre pour revenir en France ? Non, mais par contre, une entreprise française qui serait trop taxée, elle peut partir à l'étranger sans problème. Et ça, elle n'aura pas de difficulté pour le faire. Et puis, troisième chose, comparer ce qui est comparable. On dit, bah oui, il y a des entreprises de transport, mais SNCF, vous voulez le surtaxer ? Vous avez vu l'état financier SNCF ? Vous voulez surtaxer EDF ? Non. Donc, il y a un problème, c'est que comme vous ne pouvez pas appliquer une loi sur une personne en particulier ou une entreprise en particulier, vous allez complètement déséquilibrer le système. Donc attention à ces discours qui sont des discours qui peuvent être, je dirais, reçus de façon positive dans une situation difficile de crise, mais qui ne sont pas du tout adaptés à la réalité économique et à la réalité géographique. Donc c'est là tout l'enjeu. Donc je peux comprendre qu'on veut augmenter les impôts sur table. Mais regardez, Total, on le citait à juste titre, d'abord il ne fait pas énormément de bénéfices en France, et accessoirement on ne peut pas dire que le pétrole il n'est pas taxé en France, il est surtaxé en France. Donc à un moment, je pense qu'il faut faire ce qu'il y a à faire peut-être en matière de taxes, mais ne pas non plus jouer à faire fuir l'ensemble de ces entreprises qui sont tout à fait capables de quitter la France. Pascal, vous terminerez le tour de table. Thomas d'abord. C'est étonnant parce que elles sont pas en France. Total n'est pas spécialement en France. Le siège est en France, mais c'est pas le siège qui détermine où on paye les impôts. C'est là où on fait les bénéfices. Donc, il se trouve Total va être taxé en Angleterre. Est-ce que donc voilà, et pas en France. C'est une proposition qui vient de Matignon et qui vient aussi de l'aile gauche de la Macronie, notamment c'est Pascal Canfin qui avait émis ça avec Terra Nova, le think tank Terra Nova, dans la préparation du programme d'Emmanuel Macron. Ça n'a pas été retenu, mais ça a été discuté à l'Élysée. Ils se sont penchés sur la question. Parce que vous pensez que c'est enterré aujourd'hui ? Non, je ne pense pas que c'est enterré. Ça sera d'ailleurs très intéressant de voir ce qu'il en sera à la fin politiquement, parce que c'est quand même Matignon et Bercy. Alors Matignon, c'est le chef du gouvernement, et Bercy, on sait la puissance qu'il y a, la puissance de Bercy. Donc on verra à la fin ce que pèse effectivement Elisabeth Borne. On ne sait pas d'ailleurs à quel point Elisabeth Borne est vraiment favorable. Elle l'a dit à des journalistes. Elle a dit à des journalistes il y a quelques jours qu'elle était plutôt favorable, mais c'est à partir du moment où ces bénéfices ne sont pas dus, on taxe pas un travail, on taxe pas une entreprise qui a gagné de l'argent grâce à ces innovations. Là, il y a eu une situation historique et une situation globale de macroéconomique qui fabrique de façon pas artificielle, mais de façon indépendante de la volonté de l'entreprise elle-même, des super bénéfices. Je suis désolé, quand un laboratoire quand Pfizer vend ses produits, c'est grâce quand même aux produits de sa recherche, et c'est l'opportunité. Bien sûr. On parle des laboratoires. Je ne parle pas de ça. Là, je parle de Total. Où les prix ont augmenté indépendamment de la qualité des dirigeants et des ingénieurs et des ouvriers et des employés de Total et de leur travail. Ils ont augmenté parce que les cours ont augmenté. Emmanuel. Donc il n'y a pas de raison, de ne pas faire participer cette entreprise. On pourrait lui dire, puisque vous avez gagné beaucoup d'argent, peut-être que vous pouvez baisser les prix de l'essence encore. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Il pourrait peut-être le faire un peu plus. Je crois d'ailleurs que c'est une demande qui sera formulée prochainement par le gouvernement. Alors Emmanuel, quand on voit la situation de l'extérieur, on peut se dire ces super profits sont liés directement à la hausse de ces prix. Ou alors à une configuration particulière à l'après-Covid.
Donc ce serait logique d'en prendre une partie dans la mesure où d'autres ont Exceptionnellement. des difficultés, Alors, ou des juridiquement, finances ça pose publiques. des problèmes. Est-ce que c'est un raisonnement simpliste ou qui se tient? C'est un peu simpliste dans la mesure où c'est extrêmement difficile à appliquer. Enfin, il y a une égalité des sociétés devant la loi, donc on ne peut pas aller chercher comme ça dans les comptes. Enfin, c'est pas possible. Bon, mais on voit moi- Londres et Rome qui y arrivent. Oui, hein. oui, mais enfin, C'est pas taxe tout un simpliste. secteur. Je Voilà. dis que ça serait compliqué à faire Alors, juridiquement. oui, oui. On pourrait peut-être y arriver. Mais moi, je m'interroge quand même sur une chose, sur le cas particulier d'Engie. Je rappelle que si on en est dans cette situation de cherté de l'énergie et de dépendance, c'est parce qu'on n'a pas fait d'investissement suffisant, peut-être dans les énergies renouvelables et très certainement dans le nucléaire au cours des dernières décennies. Et je m'interroge maintenant sur le rôle de l'État actionnaire. Là-dessus, tout le monde est d'accord. Oui, Voilà. oui. L'État Moi, j'aurais dit actionnaire. peut-être, surtout Alors, sur les énergies renouvelables. Dans les deux, disons Voilà. dans les deux en tout Disons cas. dans les deux. Je rappelle que l'État est actionnaire d'Engie à hauteur de quasiment 24%. Qu'est-ce que l'État fait de son rôle dans le capital d'Engie? Parce qu'une manière intelligente de régler les choses, ce ne serait pas forcément de ponctionner les bénéfices d'Engie, mais de flécher les bénéfices d'Engie pour accélérer les investissements énergétiques qui visent à notre indépendance. Donc, il y a quand même un moment où l'État, plutôt que de choisir la solution facile qui est de taxer, Faire les deux. doit choisir le levier de l'investissement. Pour pas traiter le mal là maintenant, mais pour éviter qu'il se répète. Et en fait, à chaque fois on se rend compte que l'État, quand il est dans le capital des entreprises et de certaines entreprises publiques, ne joue pas son rôle d'orientation comme les autres actionnaires pourraient le faire. Voilà, c'était ma réflexion. Pascal, on se tourne vers vous. Est-ce que c'est une fausse bonne idée ou est-ce que ça se tient? Écoutez, l'idée se défend, mais elle est difficile à appliquer. D'abord, de quelle Et entreprise sur le fond, ça se défend. Ça peut se défendre pour une raison qui est liée au fait que l'augmentation du prix des matières premières, c'est une inflation des matières premières, notamment énergétiques, qui est un impôt que nous payons. C'est un impôt que nous payons à des produits qui sont importés. Les profits de ces entreprises sont indexés sur cet impôt qui est non voulu. C'est un impôt non voté, comme on dit. C'est un impôt non voulu. Et en effet, leurs résultats ne doivent rien à des innovations technologiques, à une augmentation des ventes. Vous savez, dans une entreprise, quand on réalise des profits supplémentaires, c'est qu'il y a une innovation de rupture, c'est qu'on a été meilleur que les autres, c'est qu'il y a une compétition, et donc c'est justifié parce que c'est la rémunération d'un risque. Là, au fond, ce qui me gêne un peu dans le raisonnement économique, c'est qu'il n'y a pas de risque. Enfin, il y a des risques pour tout le monde, sauf pour ces entreprises, en substance. Alors, une fois qu'on a dit ça, il faut se poser des questions extrêmement pratiques. Comment on définit le périmètre des entreprises qui réalisent des super profits? Mais pardon Pascal, on pourrait dire comme les Italiens ou comme les Anglais de ce point de vue-là. Non, mais ils ont des entreprises que privatisées. Nous, on a des entreprises en plus nationalisées là-dedans. Donc ça veut dire, si vous augmentez sur les transports pour des raisons CMA, CGM, qui est une entreprise privée, bah, vous allez augmenter aussi la SNCF. Et je vais faire... Les bénéfices de la SNCF, s'ils sont taxés, ça ne sera pas très lourd. Hein. Oui, ouais, d'accord, mais il Je ne vais restera pas faire grand-chose. un petit inventaire. Un petit inventaire. En fait, il faut se dire les choses très clairement. C'est une taxe anti-Total. Ouais. Ça vise pas les autres. Enfin, la cible, c'est Total. D'ailleurs, la cible de la France insoumise, des communistes, des socialistes depuis très longtemps, c'est Total parce C'est là qu'il y a de que l'argent. c'est une entreprise scandaleuse qui vend du pétrole alors qu'elle produit des efforts considérables aujourd'hui pour se diversifier, pour réduire son empreinte carbone. Bon, mais ça, le public le sait pas. On a une cible qui est une cible facile et c'est vrai que c'est un peu démago. Maintenant, comment on fait le classement de ces entreprises? Est-ce qu'on taxe toutes les entreprises du secteur du pétrole? Il n'y a pas que Total, hein. Il y en a d'autres, des plus petites pour qui ça va être extrêmement douloureux. Est-ce qu'on met dans le même sac Total et EDF? On demande à EDF d'augmenter sa production d'ARENH, vous savez, c'est l'électricité au prix du nucléaire historique, c'est-à-dire autour de 45 € le mégawattheure. On lui demande d'augmenter la puissance cédée à ses concurrents de 100 à 120 TWh. Bien, on lui demande de faire un effort. Mais personne ne dit qu'il faut taxer EDF. Non, si, moi j'entends des gens qui Non, me alors, disent... juridiquement, Est-ce qu'on n'est pas un peu obligé Les énergéticiens... Ah bah juridiquement peut-être, c'est ça que... mais c'est là où je veux en venir. Moi je parlais Thomas. sur le fond. C'est des vasques Après, à Thomas. juridiquement, Non, où on dit clairement, attendez, il faut être très Bien clair sûr. dans ce dossier, il faut que Total paye. Et là, au moins, c'est clair, il n'y a plus de débat. Mais juridiquement, on Mais peut là, pas. non, on peut pas. Et puis, parce qu'on ne fait pas d'impôt à la tête du client, Emmanuel le disait tout à l'heure, il y a un principe d'égalité des citoyens et des entreprises Et c'est face à normal. l'impôt. Heureusement, d'ailleurs, c'est ce qui Ah oui. fonde la justice fiscale. Mais dans ces cas-là, il faut faire tomber les masques, il faut cesser l'hypocrisie. Disons clairement, faisons payer Total. Parce que
EDF, vous allez faire payer une entreprise qui est endettée à hauteur de 40 milliards d'euros, à qui on va demander d'investir des dizaines de milliards d'euros pour le grand carénage de ces centrales historiques, à qui on va demander de mettre de l'argent sur la table pour les EPR. Non, mais là, c'est les vaches. Donc vous êtes en train de nous dire que ça serait économiquement justifié parce que Total a fait des profits tels que vous les avez expliqués, mais que c'est juridiquement pas possible. Et là, je vous rejoins, mais le politique est là pour faire changer les règles juridiques. Moi, je ne suis pas pour faire des exceptions fiscales. Vous ouvrez la boîte de Pandore. Non, je ne veux pas l'ouvrir, justement, cette boîte de Pandore. Je ne veux pas l'ouvrir. Mais simplement, est-ce qu'il n'y a pas quand même des solutions exceptionnelles? Les Italiens l'ont fait, les Anglais l'ont fait. Et s'il n'y en a pas, on peut dire qu'on regrette qu'il n'y en ait pas. Sans pour autant dire attention, ça serait dramatique économiquement et vous l'avez pas dit justement. Ce serait pas dramatique économiquement, mais on sait, vous et moi, on sait très bien qu'on a affaire à des entreprises mondiales. Total ne gagne pas sa vie en France. Bien sûr. C'est pour ça qu'elle paye pas beaucoup d'impôts. Une règle extrêmement simple, pardon, mais c'est un élément de coloration essentiel du débat. 80% du prix d'un litre de carburant, c'est de la fiscalité, Thomas. Dans tous les pays européens, c'est ça. Hein. C'est pas spécifique à la France. Le vrai gagnant dans cette affaire-là, c'est l'État. Oui. La fiscalité dite comportementale, qui est en réalité une fiscalité de rendement, parce que c'est ça la vérité, elle profite d'abord à l'État, elle profite pas aux entreprises. Dans tous les pays européens, c'est le même niveau à peu près. Bon. Et j'ajoute d'un mot que pour EDF, c'est les vases communicants. Puisque EDF est détenu à 82% par l'État, si on taxe plus EDF... on la recapitalisera 6 mois plus tard. Voilà, on la recapitalisera 6 mois plus tard. Un mot du contexte dans lequel se déroule ce débat. La facture, elle gonfle. La facture des mesures pouvoir d'achat. Le Figaro, ce matin, sort le chiffre de 50 milliards d'euros en agglomérant le plan de l'automne dernier et le plan qui est en train d'être constitué. 50 milliards d'euros. Baptiste, on vous retrouve. Ça donne le vertige, 50 milliards d'euros. Est-ce que c'est documenté ? Oui, c'est une estimation signée par Anne de Guigné pour Le Figaro. Alors, il y a d'abord 25 milliards d'euros dépensés depuis l'automne dernier et puis jusqu'à ces derniers jours du mois de juin. Alors, en grande partie, vous avez ce bouclier tarifaire, plafonnement des prix de l'électricité et du gaz, décrété en novembre mais qui est prolongé jusqu'à la fin de cette année. 20 milliards d'euros environ, selon Bercy. Il y a aussi la remise à la pompe de 15 à 18 centimes d'euros par litre. 3 milliards d'euros pour mars, avril, mai et juin. C'est aussi... Troisième mesure, la prime contre l'inflation, le fameux chèque de 100 euros qui devait être versé à 38 millions de Français. Ce que l'on sait, c'est qu'aujourd'hui, le coût pour Bercy est de 2,3 milliards d'euros. On arrive donc bien à ce chiffre de 25 milliards d'euros, mais il y a donc 25 milliards supplémentaires qui sont à venir. Parce qu'au 1er juillet, vous avez les retraites de base qui vont être revalorisées de 4%, tout comme les prestations familiales et les minima sociaux. On parle du RSA, on parle de l'allocation adulte handicapé, mais aussi l'allocation de solidarité aux personnes âgées, plus 4%. Tout cela est rétroactif, le coût, 8 milliards d'euros. 1er juillet toujours, revalorisation du point d'indice des fonctionnaires, plus 3,5%, ça a été annoncé ce matin. Le coût, 7 milliards d'euros environ. Ajoutez à cela la suppression de la redevance télévisuelle, 138 euros en moins pour tous, ce qui fait quand même 3 milliards d'euros de recettes fiscales en moins pour l'État. Et puis vous avez aussi un chèque alimentaire de 100 euros qui sera versé à 9 millions de foyers, 1 milliard d'euros pour l'État. Alors on peut y ajouter le triplement du plafond de la prime Macron, qui est exonéré de charges mais aussi d'impôts. Elle va atteindre 3 000 euros maximum. Ça va représenter plusieurs milliards d'euros d'efforts pour l'État là aussi. Vous avez la baisse des cotisations pour les travailleurs indépendants. On parle de quelques 550 euros de gains par personne sur un an. Puis vous avez, on en a parlé ce week-end, le blocage de la hausse des loyers couplé à une hausse des APL. Tout cela mis bout à bout, on atteint largement la deuxième enveloppe de 25 milliards d'euros et donc largement les 50 milliards d'euros de mesures au total pour le pouvoir d'achat. Merci à l'incollable Baptiste Morin. Emmanuel, c'est inéluctable, 50 milliards d'euros, ou c'est déraisonnable ? C'est une telle somme que ça paraît... En plus, comment dire, on se rend compte que ça fait des gains de pouvoir d'achat qui finalement, une fois dilués, sont assez faibles. C'est-à-dire que l'effet politique, c'est même pas certain qu'il soit à la hauteur de ces enveloppes une fois qu'elles sont... C'est jamais assez. Quand on distribue, c'est jamais assez. Et comme on dit, boucher avalé n'a pas de goût. Donc en fait, c'est même pas des mesures dont la population... Alors l'effet politique, c'est une chose, mais on peut se dire, mais encore une fois, je vous pose la question, que pour le coup, ça vient compenser dans le porte-monnaie des Français une réelle perte de pouvoir d'achat, effectivement, à cause de l'inflation, de la flambée des prix d'énergie. Mais en même temps, on peut se dire aussi, on a entendu l'avertissement récent du gouverneur de la Banque centrale,
française. On a entendu Bruno Le Maire dire pour les finances publiques, on atteint un point là, on est typiquement limite. dans une tenaille économico-politique sur cette affaire-là. Enfin, je veux dire, au final, il y a un moment où on paiera. Franck, cher. j'ai une question simple. Vous seriez député, ces 2 plans, vous les auriez votés pour 50 milliards? Moi, je pense que d'abord, on a un nouveau Premier ministre, donc il va falloir qu'il fasse des choix. Parce que même si le plan existe, pour l'instant, ça n'a pas été encore discuté vraiment au Parlement. Bon. Donc ça va être là. Répondez pas à ma question. Ça va être, non, parce que je serai député. Je vous dis, il faudrait qu'on en discute au Parlement. Oui. Parce que le débat, il va être là-dessus. C'est-à-dire que jusqu'à quel seuil on peut aller pour pouvoir répondre aux engagements et aux promesses qui ont été faites. C'est déjà trop? Moi, je pense qu'en tout cas, il va falloir le faire de façon catégorielle. On va choisir entre celle-là et ce que propose LR. Non, mais est-ce qu'on le fait sur un an? €35 Est-ce qu'on le fait sur 2 ans? Etc. Parce qu'il y a aussi le temps qui compte dans des telles mesures. Parce que moi, mon sentiment, c'est qu'il y a des réponses concrètes, notamment sur le pouvoir d'achat, qui sont indispensables, auxquelles il faut répondre dès maintenant. Et puis, il y en a peut-être d'autres qui peuvent être échelonnés sur 1 an ou 2. C'est là la discussion parlementaire. Vous disiez, Thomas, il dit LR propose le litre d'essence à 1,50 €, ça coûterait encore beaucoup plus cher. Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure idée. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure idée. Qu'il y ait eu LR sur le plan, en l'occurrence, pour. C'est pour ça qu'on vous invite aussi, parce qu'il n'y a pas de catéchisme de parti chez Franck Louvre. Non, alors ça, c'est sûr, il n'y a pas de catéchisme. Il n'y a pas de missel. 50 milliards, c'est énorme, effectivement. Mais quand on fait, alors sans refaire la politique de l'offre contre la politique de la demande, la relance keynésienne et tout ça, mais quand on fait des gains de pouvoir d'achat et qu'on fait une somme comme ça, est-ce que on peut quand même déduire tout ce qui sera dépensé et qui rentrera en TVA? C'est le problème. C'est pas 50, donc ça sera un peu moins quand même. Et on est bientôt à l'effet multiplicateur. Oui, vous évoquez là, le coefficient multiplicateur keynésien, mais ça, le coefficient multiplicateur keynésien, ça marchait dans une économie fermée. Non, mais c'est pour ça que j'ai dit pas ça. Il y a quand même... La seule chose qui reste, c'est de la fiscalité, c'est de la TVA. Le reste, on n'est pas sûr, et on constate même qu'à chaque fois qu'on a de la croissance en France, qu'on augmente le volume des achats, nous aggravons notre déficit parce que l'offre française, d'où l'intérêt de poursuivre une politique de l'offre, l'offre française est à ce jour insuffisante. À chaque fois qu'on a donné de l'argent aux Français, vous vous rappelez d'ailleurs, Franck Louvrier, la prime à la casse pour les voitures, ça a bénéficié à Toyota, à Nissan, à BMW, beaucoup plus qu'à Renault et à comme les aides à la consommation, plutôt à l'achat d'écrans de télévision que. Absolument. Non, mais là par exemple, prenons un exemple sur la redevance audiovisuelle. Moi, je suis pas sûr que tout ça soit prêt, parce que la compensation, il va falloir qu'elle existe. On l'a pas trouvée. Donc j'espère. Oui. Que la compensation, il va falloir qu'elle existe. Surtout vous, il faut que vous espériez qu'on la trouve. Il s'inquiète pour ça. Non, mais voilà. Donc, je pense que ce sont des mesures qui peuvent être prises, pas immédiatement. Et franchement, qu'est-ce que ça changera beaucoup dans le pouvoir d'achat des Français? Par contre, il y a des mesures sur lesquelles il faut aller vite. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment un choix. Emmanuel, le mot de la fin. Oui. On n'est pas au bout de l'inflation en plus. Là, on est en train de remettre au pot, mais il va falloir refaire dans 6 mois. Parce que là, l'inflation, par exemple, sur les produits alimentaires, c'est 4,5% selon l'INSEE. Selon absolument tout le secteur, on est plus près de 10 ou de 12. Et c'est pareil pour l'énergie, c'est pas terminé. Donc il faut se préparer à un autre plan de 50 milliards. Il y a un moment où il faut qu'on se demande quand est-ce que ça se termine. Bon. Et les taux d'intérêt remontent pour la dette. Bon. Un dernier mot, Pascal? Non, je suis d'accord avec ça. Moi, je pense qu'il faut des mesures de court terme. Je pense que l'inflation redescendra. La bulle va se dégonfler un peu. Mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Il y a 6 mois compliqués. Plutôt d'échec. Alors, moi, je pense qu'il faut que le travail paye. Donc, je suis favorable à des augmentations de salaire, à condition toutefois qu'on crée un peu plus de valeur, c'est-à-dire qu'on travaille plus dans ce pays. Qu'on en revienne, par exemple, à 40 heures payées 40 ou 39 payées 39. Ben oui, mais vous savez, on peut prendre le problème dans tous les sens, Thomas. Hein. Pour partager quelque chose, il faut l'avoir créé. Et plus le gâteau est grand, plus les parts distribuées à chacun sont importantes. Voilà. La croissance, on va... Non, mais voyez la synthèse. Augmentation de salaire chez Total, Engie et CGM. Merci. Et à Radio France. Et à Radio France. Pascal, vous restez avec nous. Merci Thomas, merci Emmanuel, merci Franck d'avoir animé 24 heures avec moi. Place au parti pris, nous rejoignent Jean-Michel Apathy pour la politique et Abnous Chelmani pour l'international. Et on commence avec vous, Jean-Michel. Ça y est, le Parlement commence à vivre sa vie, il se passe des choses au Parlement. Premier événement de la journée à l'Assemblée nationale, l'élection pour la première fois d'une femme au perchoir à la présidence. Yaël Braun-Pivet, elle était la favorite. Elle l'a donc emporté, c'était la candidate de la coalition présidentielle, Yaël Braun-Pivet, elle a 51 ans.
Elle était jusqu'à présent présidente de la commission des lois. Elle est avocat pénaliste de formation. Elle est issue du Parti socialiste, adhérente d'En Marche depuis 6 ans. Elle vient d'être réélue députée dans les Yvelines. Elle a était présidé ministre. des commissions d'enquête. Elle était ministre. Elle était ministre des Elle a choisi Et elle a choisi la présidence de l'Assemblée où elle va donc remplacer Richard Ferrand. On l'écoute ? Oui, bien sûr. On l'écoute, c'est le premier événement de la journée. J'accède à cette fonction dans un moment particulier de notre vie politique. La configuration de notre Assemblée est inédite. Les Français nous enjoignent de travailler ensemble, de débattre plutôt que de nous battre. Notre Assemblée, j'en ai la conviction, doit être une chance pour notre pays. Elle le sera, je n'en doute pas, si nous choisissons la voie du dialogue. J'en serai la garante exigeante. Voilà, débattre plutôt que se battre, montage Aurélien Hamel. Mais vous nous dites, Jean-Michel... Il n'est pas question de se battre, il est question de débattre. Non, mais quand l'Assemblée a été élue, on s'est dit, est-ce que ça ne va pas être le retour ? Les mots sont curieux. Bon, enfin bref. Vous dites, le véritable événement, ce sera l'élection du président de la Commission des Finances. Et vous dites, ça, c'est la tambouille qui va... La tambouille des finances, c'est le retour de la 4e. Ça va nous fatiguer très vite. Donc ce sera jeudi matin. Demain matin, l'Assemblée élit les vice-présidents et les questeurs, ceux qui font tourner la boutique. Et jeudi matin, 3 questeurs, jeudi matin, les présidents de commission. Il y a 8 commissions à l'Assemblée nationale qui préparent le travail dans l'hémicycle, qui étudient les projets de loi, qui suit les secteurs. Il y a le développement durable, il y a la défense, il y a les affaires étrangères. Et donc, il y a les finances, qui est de loin la plus prestigieuse. En 2007, quand Nicolas Sarkozy arrive à l'Élysée, sans doute quelqu'un lui avait préparé une fiche sur... mince, je voulais faire une blague et elle tombe à plat. Sur celui qui a théorisé la démocratie en Amérique, l'équilibre des... Tocqueville. Tocqueville. Non, oui, en fait, je ne pensais pas à Tocqueville. Bon, c'est pas important. Je voulais faire une blague. C'est manqué. Nicolas Sarkozy décide que la commission des finances, la plus prestigieuse, sera attribuée à l'opposition. Et en 2009, parce qu'on fait ça à l'arrache en 2007, parce qu'il n'avait prévenu personne, Montesquieu, l'équilibre des pouvoirs, la démocratie, etc. Et... Nicolas Sarkozy donc décide ça en 2007 et en 2009 le règlement de l'Assemblée est modifié de la manière suivante. Désormais, la commission des finances ne peut être élue à la présidence de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire qu'un député appartenant à un groupe s'étant déclaré d'opposition. C'est une commission importante qui vérifie tous les engagements financiers. Son titulaire peut aller à Bercy. On ne peut pas lui opposer le secret fiscal. Il est tenu au secret fiscal. Enfin, il peut pénétrer très loin dans sa connaissance de la société. Donc, c'est un poste stratégique. Et ça ne peut revenir qu'à une élue d'un groupe de l'opposition, puisque ce soir à 18h, c'est terminé. Les groupes se déterminent. Ils sont dans la majorité ou dans l'opposition. Tout ça est quand même très sérieux, d'une certaine manière. Mais le règlement de l'Assemblée dit l'élu d'un groupe de l'opposition, point à la ligne. Et depuis 2007, un agrément a été trouvé parce qu'il y avait 2 grands partis, il y avait 2 blocs, donc c'était pas difficile. Eh bien, si tu n'es pas si tu es chez les Républicains quand les socialistes sont au pouvoir ou l'inverse, ou si tu es chez les Républicains quand En Marche est au pouvoir, tu as la commission des finances. Et Éric Woerth, ancien ministre de Nicolas Sarkozy, a été président de la commission des finances de 2017 à 2022. Et ça paraissait simple. Mais là, cette fois, on a fait une assemblée à la proportionnelle. Il y a plein de petits groupes, en fait. Il n'y a pas des gros groupes de l'opposition. On va voir la carte. Vous voyez, le plus gros groupe, il n'a que 89 députés. Alors, c'est beaucoup pour le Rassemblement national, et puis c'est important. Je ne cherche pas à le minorer, mais enfin, bon, voilà, ça n'écrase pas non plus l'Assemblée nationale. La majorité en a 245, là, on les a découpés au détail. Et donc, le Rassemblement national dit... c'est le groupe le plus important qui doit avoir la commission des finances. Un de ses élus, c'est normal. Donc, Rassemblement national postule pour la commission des finances et a désigné Jean-Philippe Tanguy, qui est un jeune député, qui a 36 ans, debout la France, il a longtemps travaillé avec Dupont-Aignan, il est élu dans la Somme et donc il est candidat, il sera candidat jeudi matin. Mais la gauche ne veut pas laisser passer ça. Et la gauche, quand on regarde le découpage des commissaires là, à l'intérieur de la commission des finances, tels qu'ils se retrouveront jeudi, la gauche, il y a 4 groupes de gauche, les écologistes, les socialistes, les communistes et la France insoumise, à 18 membres, donc plus que 11 membres. Donc, s'ils s'allient tous, et à midi, ils ont décidé de présenter un seul candidat, qui est Éric Coquerel, 63 ans, député de Seine-Saint-Denis pour la France insoumise. Eh bien, s'ils présentent tous un seul candidat, le vote est à bulletin secret. Eh bien, il est élu. Et le Rassemblement national commence déjà à crier au scandale. Est-ce que ça va être aussi simple que ça ?
vote 2 tours pour être élu à la majorité absolue et 3e tour majorité relative, le tout à bulletin secret. Alors déjà, il y a 8 républicains dans la commission des finances. Regardons les comptes. Regardons les comptes. 8 républicains. Imaginez qu'en douce, sans contrepartie, juste pour la beauté du geste, 2 ou 3 élus républicains votent pour le candidat du RN. Et que peut-être, mais comme ça, juste pour la beauté du geste, 2 ou 3 socialistes, communistes s'éparpillent, votent blanc, déchirent le bulletin, on ne sait pas. N'aient pas envie de voter LFI. C'est ça les jeux d'assemblée, et vous pouvez avoir le RN élu. Et on ne saura jamais, puisque c'est un bulletin secret. Et donc, en fait, ça magouille dans les couloirs. Je peux vous poser une question. À l'Assemblée nationale. C'est ça la 4e. Il se murmure que le RN soutiendrait Éric Ciotti, qui veut être questeur, donc soutiendrait un LR pour être questeur, et en échange demanderait le soutien de LR pour que son candidat soit élu à la commission des finances. On en est là ou non, les Républicains ne peuvent pas voter comme un seul homme pour le Rassemblement national, ça se verrait. Il faut être beaucoup plus malin que ça. Donc, non. Et l'accord, j'y crois pas beaucoup, parce que le RN est trop faible pour... n'aura un poste de questeur que ceux qui auront été adoubés d'une certaine manière par le parti majoritaire. Donc le deal est très difficile à tenir, j'y crois pas beaucoup, il faudrait vraiment mettre beaucoup de monde dans la combine, enfin bon, tout ça. C'est assez moche. Quand De Gaulle a fait tout ça, parce que De Gaulle, il a détesté les partis politiques pour ça. Parce que ça c'est rien. Il y aura quelqu'un qui sera président de la commission des finances, basta. Mais ça, après, ça va être comme ça sur tous les débats, sur tous les amendements. Tu me donnes ça, je te donne ça, je prends ça, je retire ça. Ça va être épouvantable. Ça va être un cirque. Mais on déteste ça. Mais je sais qu'on déteste ça parce qu'on a détesté ça. Eh bien, là, on y est. Jeudi, on y sera. Et alors, moi, j'ai vu des assemblées comme ça. J'en ai vu des assemblées régionales où on votait à bulletin secret, où il y avait des mecs qui sortaient. Moi, j'ai vu des présidents de conseils régionaux il y a 20 ans, 30 ans de ça, élus n'importe comment, à bulletin secret. Et alors, il y avait un type, après tous les journalistes, qui lui couraient derrière pour savoir ce qu'il avait eu en contrepartie. Évidemment, on n'a jamais su, parce que le type, il s'est carapaté à toute vitesse. C'est de la politique dégueulasse telle qu'on la déteste en France. Peut-être que les autres pays font comme ça. En France, on déteste ça. Ce sera jeudi. Je ne sais pas qui sera président de la commission des finances. Débrouillez-vous entre vous, mais enfin, c'est pas très bon. Oui. C'est Coquerel, si on en croit. Normalement, c'est Coquerel. C'est Coquerel, c'est possible, voilà. Mais n'excluez aucun coup de Trafalgar. Le parlementarisme, c'est l'art du Trafalgar. Après, peut-être que là, comme il s'échauffe, ça fait 60 ans qu'on n'a pas fait ça en France. Comme il s'échauffe, alors peut-être qu'ils vont louper le coup de Trafalgar. Non. Ce qui est intéressant, c'est que depuis le début de cette situation, depuis qu'il n'y a pas de majorité absolue, on a d'un côté ceux qui disent formidable, ça va revivifier la démocratie, la culture du compromis, et ceux comme Jean-Michel qui disent oh là là, mais vous qui sont les majoritaires, le règne de la magouille et de la tambouille. Qui sont les majoritaires et les minoritaires? Je ne sais pas. Vous ne savez pas. Non, je ne sais pas quel camp l'emporte, mais en tout cas, à LCI, les deux camps sont bien représentés. D'accord. Exactement. Autour de ce plateau aussi. Votre parti pris économique, Pascal, le point d'indice des fonctionnaires revalorisé, un peu plus que prévu même. Et vous dites, pourquoi pas, mais ça va coûter cher et pas forcément à ceux auxquels on pense. Non, quelques éléments pour commencer. D'abord, 1% d'augmentation du point d'indice des fonctionnaires, ça représente 2 milliards d'euros d'engagement d'argent public. Donc vous faites 3,5, ça en fait 7. Nous avons en France autour de 5,7... Parce que ce sera 3,5, pardon. Ce sera 3,5. Là, on est certain que ce sera 3,5. Ça a été 4, et puis finalement, c'est 3,5. Et demain matin, d'ailleurs, le ministre chargé de la fonction publique répondra aux questions d'Elisabeth Martichoux sur ce point précis. Alors, on a 5,7 millions de fonctionnaires en France. Moi, je ne me suis pas trop intéressé aux fonctionnaires de la fonction publique hospitalière. Alors, ils ont été un peu augmentés, sans doute pas assez. Aux fonctionnaires d'État, je me suis intéressé aux fonctionnaires des collectivités territoriales, aux fonctionnaires territoriaux, pour rappeler peut-être que les Français veulent toujours plus de services publics. C'est-à-dire qu'ils le réclament d'abord dans leur relation avec l'État, dans leur relation à l'hôpital, mais ils le réclament aussi à l'échelon local. Qu'est-ce que c'est que les services publics à l'échelon local? C'est tous les équipements collectifs, c'est les piscines, c'est les médiathèques, c'est les bibliothèques, c'est les clubs sportifs, c'est le service d'état civil, c'est le service à la petite enfance, c'est le service aux personnes âgées, c'est les questions d'environnement. Et en 24 ans, des années 90 aux années 2020, si vous voulez, pour faire simple, le nombre de fonctionnaires territoriaux en France a augmenté de 550 000 pratiquement. Donc c'est la fonction publique territoriale est celle qui a connu
la croissance la plus importante. On ne supprime pas des postes de fonctionnaires en France, on continue d'en créer. Alors, cette augmentation, exemple pratique, cette augmentation de 3,5% pour une ville comme Paris, c'est 25 à 30 millions d'euros de dépenses supplémentaires, de dépenses additionnelles. C'est une ville de 55 000 fonctionnaires, autant de travail théorique, j'insiste sur le mot théorique, de 35 heures. Et donc, pour Paris, c'est évidemment une charge supplémentaire. Je rappelle que c'est une ville qui est endettée à hauteur de 7 milliards d'euros. Et là, première réflexion, si vous voulez, l'État décide, les collectivités payent. C'est-à-dire qu'elles sont un peu, j'aime pas beaucoup le mot, mais otages, en tout cas, elles sont à portée de l'État dans ces décisions. J'ai pris 2 villes, parce qu'il n'y a pas que Paris, évidemment, j'ai pris 2 villes, dont une ne vous étonnera pas venant de ma part, en France, qui sont des villes moyennes. La ville de Charleville-Mézières, qui est une ville de 50 000 habitants, avec un bassin d'agglomération de 80 000 personnes, plus 620 000 euros de dépenses chaque année pour 1000 fonctionnaires, alors que le maire de Charleville-Mézières a fait baisser les impôts de 10%. C'est-à-dire que là, je vous présente le cas de mairies dans lesquelles les élus ont bien travaillé. Ce n'est pas des élus qui dépensent à tort et à travers, c'est des gens qui, au contraire, ont cherché à rationaliser leurs dépenses. Et puis, le cas qui ne vous étonnera pas, c'est celui de la ville de Brive-la-Gaillarde. La ville a rationalisé, elle aussi, ses dépenses. Cette augmentation de 3,5 points, c'est 2 200 000 euros de dépenses supplémentaires. Dans une ville où on a maintenu le périmètre social, il a été légèrement réduit, c'est moins 107 équivalents temps plein, mais où les impôts, là encore, baissent depuis 5 ans. Donc ça punit quand même, ça punit aussi les bons élèves. C'est-à-dire que ça peut ruiner, et évidemment, il faut que quelqu'un le paye. On sait que les dotations de l'État sont gelées, que les maires ont évidemment un certain nombre de solutions à portée de main, l'impôt notamment, mais au moment où les communes perdent aussi une recette qui est celle de la taxe d'habitation, au moment où les taux d'intérêt augmentent pour tout le monde, y compris pour les communes, je pense à la ville de Paris, lourdement endettée, dont la note est sans doute pas formidable, qu'est-ce qu'il y a comme solution? Vous prenez une ville comme Paris, ce sera simple, on va par exemple doubler la taxe de séjour dans les hôtels de luxe, on pourra faire payer le stationnement des 2 roues, comme c'est le projet de Madame Hidalgo, réduire les dépenses de fonctionnement secondaire, augmenter éventuellement les impôts locaux. Mais pour les autres, pour le cas des villes que j'ai citées, qui sont les villes de la France réelle, enfin, il n'y a pas, une fois encore, il n'y a pas Paris et le désert français, vous avez des millions de Français qui vivent dans des villes moyennes en France. Comment ça va se traduire? Par une baisse de la qualité de service. Et c'est regrettable, évidemment. La baisse de la qualité de service, c'est, on a cité cet exemple il y a quelques jours, peut-être qu'on va baisser la température de l'eau dans les piscines, mais c'est pas ça, au fond. Ce sera probablement moins de guichets, moins d'assistance aux services que j'évoquais tout à l'heure, la petite enfance, les personnes âgées, peut-être moins de guichets en faveur des entreprises pour les attirer. Au fond, c'est sans doute une bonne décision d'augmenter le salaire des fonctionnaires, mais un élu me disait cet après-midi, l'État décide, les communes se démerdent. C'est une situation qui ne peut pas durer. Vous êtes de Brive, Pascal? La Corrèze, oui.